Après 5 ans à prendre soin de mon mari paralysé, je l'ai entendu me qualifier de servante gratuite. Alors, j'ai fait l'impensable. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire et prenez une minute de votre précieux temps pour soutenir notre chaîne. Votre soutien et votre amour nous permettent de continuer. Revenons à notre histoire. J'ai passé 5 ans à m'occuper de mon mari, toute ma vingtaine, en réalité. 5 ans à repasser ses vêtements, à lui donner de la soupe à la cuillère, à apprendre les rythmes physiques pour soulever et tourner son corps afin qu'il n'ait pas d'escarre. 5 ans de rendez-vous de kinésithérapie, de nuit à l'accompagner aux toilettes, d'ajustement de doses de médicaments, et à essayer de lui arracher un rire quand il fixait le mur pendant des heures. 5 ans à croire que c'était simplement ce à quoi ressemblait l'amour lorsqu'il était mis à l'épreuve. Puis, un matin, je l'ai entendu dire ces mots. Des mots qui ont réécrit chaque moment que je pensais sacré. Elle est pratiquement une soignante gratuite, a-t-il murmuré à un autre patient assis dehors dans la cour de récupération. Franchement, pas de salaire, pas de reproches, et elle est encore assez jeune pour tout porter. Il a ri. Je ne suis pas idiot. J'ai assuré mes arrière-taux. Elle fait tout. Elle me nourrit, nettoie la maison, gère les assurances. C'est plus qu'une épouse. C'est un package complet pour $0. Et quand je serai partie, tout ira à trait. Évidemment, c'est mon fils. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Mes jambes se sont figées, coincées derrière la colonne près de la cour où je venais d'arriver. Mes mains serraient encore le sac de muffins à la banane encore chaud que j'avais cuit ce matin-là. C'est préféré. Encore chaud quand j'ai quitté la maison. Encore chaud quand je suis arrivée avec de l'espoir dans la poitrine. Mais en l'entendant rire ainsi, en entendant sa voix me couvrir de moqueries comme du sirop sur une crêpe brûlée, je suis devenue froide. Je n'avais jamais voulu d'enfant à moi. Je voulais d'abord être une bonne partenaire. Je pensais que cela suffirait. Et pourtant, j'étais là, non payée, non reconnue, effacée. Je me suis éloignée discrètement, inaperçue. Pas parce que je voulais espionner, mais parce que je savais que si je m'avançais dans la lumière à ce moment-là, je m'effondrerais devant lui. De retour dans sa chambre d'hôpital, il était déjà allongé sous une couverture en polaire. L'infirmière l'avait ramené pendant que j'étais dans le couloir, essayant d'avaler la honte de ce que j'avais entendu. Il a levé les yeux, le regard vif. « Jasmine, te voilà. Tu as apporté les muffins ?» Je n'ai rien dit au début. J'ai juste posé le sac doucement sur la table de chevet. Ses mains étaient soigneusement glissées sous la couverture. Pas d'excuses, pas un regard de culpabilité. « Tu ne devrais pas t'épuiser, chérie, » a-t-il ajouté. J'ai dit au gars en bas, ma copine est la personne la plus fiable que je connaisse. Fiable, utile, obéissante. C'était la 2e fois qu'il le disait, et les 2 fois, ce n'était pas une question d'amour. C'était une question de travail. Ce soir-là, je ne suis pas retournée à l'hôpital. J'ai laissé les infirmières gérer. Ils pouvaient attendre. Je me suis recroquevillée dans un coin du canapé, lumières éteintes, entourée par les ombres d'une maison qui n'était jamais la mienne. La maison appartenait techniquement à lui et à son ex-femme avant qu'elle ne décède. Quand nous nous sommes mariés, j'ai proposé de chercher quelque chose de nouveau, quelque chose de frais et qui nous appartiendrait, mais Devon a dit non. Trey a grandi ici, a-t-il insisté. Ce ne serait pas juste de le faire déménager. Trey avait déjà 17 ans à l'époque. Il me dépassait, levait les yeux au ciel chaque fois que je suggérais des idées pour le dîner, et ne m'a jamais appelé par mon nom. Pas même Mademoiselle Jasmine, juste un silence, ou au mieux, elle. Pourtant, j'ai accepté. J'ai emménagé avec quelques valises, une bibliothèque d'occasion et une table basse que j'avais retapée moi-même. Je me suis dit que l'amour pouvait fleurir dans un espace emprunté. J'ai passé des mois à nettoyer chaque recoin. J'ai repeint la salle de bain à l'étage, recollé le carrelage derrière la cuisinière. J'ai essayé de faire de la cuisine un espace qui me ressemblait un peu. À l'époque, je travaillais encore à temps partiel au centre des archives de la ville. Je m'arrêtais au marché fermier après le travail pour acheter des légumes frais et l'okra préféré de Devon. J'ai appris à faire le pain de maïs de sa mère de mémoire. Je me souviens de notre premier anniversaire. J'ai cuisiné pendant des heures. Trey est entré, a reniflé une fois et a dit « On dirait de la nourriture de cantine ». Puis il est passé devant moi pour aller dans le salon.
J'ai ri, à l'époque. Je pensais que la patience pouvait gagner des cœurs. Je croyais que la gentillesse parlait plus fort que le ressentiment. Mais peu à peu, j'ai commencé à disparaître. Je suis devenu un fantôme dans mon propre mariage. Même après l'accident de Devon, celui qui l'a laissé paralysé de la poitrine jusqu'aux pieds, je suis resté. L'accident n'était pas de sa faute. Une voiture l'a percuté lors d'un voyage professionnel à Atlanta. Il est rentré à la maison en fauteuil roulant, en larmes, et je lui ai dit, on va s'en sortir. Et nous l'avons fait. J'ai tout réappris avec lui. J'ai transformé le bureau du rez-de-chaussée en une chambre improvisée. J'ai installé des barres d'appui dans la salle de bain, l'ai aidé à commander un van adapté. Quand sa mère est morte, j'ai géré les formalités funéraires. Quand Trey a abandonné l'université, j'ai consolé Devon pendant qu'il pleurait derrière des portes closes. Et pourtant, malgré tout cela, il m'a regardé en face et m'a qualifié de soignante gratuite. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Gris, œufs, saucisses de dinde. Devon est sorti de l'hôpital plus tard ce jour-là. L'infirmière l'a conduit jusqu'à la voiture, et il a poussé un long soupir. Rien de tel que de rentrer à la maison, a-t-il dit. Je lui ai attaché sa ceinture de sécurité, mes doigts stables, ma voix toujours silencieuse. Je ne savais plus ce que « maison » signifiait. Vraiment pas. La maison semblait plus froide que jamais. Les murs vibraient d'un silence qui n'avait rien à voir avec la paix. Ce soir-là, Trey est passé. Il apparaissait toujours quand ça l'arrangeait. Il a à peine franchi la porte avant de se diriger vers le frigo, fouillant comme s'il était chez lui. « Papa, ça va ?» a-t-il demandé avec un haussement d'épaules, sans même me regarder. « Il se repose », ai-je répondu calmement. « Il a encore besoin d'aide pour se lever, donc si tu as du temps. »« Nan » m'a-t-il coupé, ouvrant une canette de soda. « J'ai du boulot plus tard. Je suis juste venu prendre quelques trucs. » Il s'est appuyé contre le comptoir, scrutant les placards. « J'ai dit à papa qu'il aurait dû régler le testament il y a longtemps », a-t-il dit nonchalamment. Pas la peine de laisser tout ça se compliquer. Je l'ai fixé. Il ne s'est même pas donné la peine de prétendre que je pourrais être incluse dans ces conversations. Il s'est affalé à la table de la cuisine, a posé ses pieds dessus et a marmonné. « De toute façon, cette maison n'est pas à toi. » Et juste comme ça, j'ai senti une porte se fermer à l'intérieur de mon âme. Pas un cri, pas une rage, juste un clic final et silencieux. J'en avais fini. Fini de faire semblant. Fini d'espérer. Fini d'essayer de gagner du respect dans une maison qui ne me voyait pas plus qu'un décor. J'ai tendu la main, éteint la lumière de la cuisine, et l'ai laissé assis là dans la lueur tamisée de la lampe du couloir. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin, car à ce moment-là, je savais que quelque chose allait arriver. Quelque chose de réel, et c'était à moi de le choisir. Le jour où Devon est rentré de l'hôpital, la lumière du soleil semblait presque cruelle, éclatante, sans remords. Elle se répandait sur l'allée comme si elle accueillait un homme de retour dans un château qui n'était pas le mien. Je l'ai aidé à passer du fauteuil roulant au siège passager, et il s'est plaint que le coussin était trop dur. Je l'ai ajusté en silence et attaché sa ceinture sans un mot. Il n'a pas remarqué mon silence. Ou peut-être l'a-t-il remarqué, mais a choisi de ne pas s'en soucier. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai porté le sac de l'hôpital, déverrouillé la porte, et l'ai guidé à l'intérieur. Ce canapé m'a manqué, a-t-il dit, s'installant comme sur un trône. Et la télécommande aussi. Je déteste la télé de l'hôpital. Pas de sport, juste des infos et des émissions de cuisine. J'ai hoché la tête, me dirigeant vers la cuisine. Je lui ai servi un verre d'eau, ajusté le coussin, et allumé le ventilateur. Il n'a pas dit merci. Plus tard, en déballant ses médicaments, j'ai remarqué que l'organiseur de pilules était toujours au même endroit sur le comptoir, là où je l'avais laissé 5 jours plus tôt. Mais quelque chose en moi n'a pas bougé pour le remplir. Je suis restée là, à regarder fixement. Ce soir-là, je me suis assise en face de lui pendant qu'il faisait défiler son téléphone. Je tenais un livre, ouvert mais non lu. Mon esprit était ailleurs. Ces mots à l'hôpital résonnaient encore. Elle est pratiquement une soignante gratuite. Je pensais avoir mal entendu, mais je savais que non. Quelques jours ont passé. Je me suis retrouvée dans le bureau, à trier le tiroir où nous gardions les documents importants.
Les dossiers étaient bien rangés. Trop bien rangés. Des chemises bleues pour les ordonnances, vertes pour les factures, jaunes pour les assurances privées. Puis, glissée derrière une chemise étiquetée « Compte divers », j'ai trouvé une feuille qui est tombée au sol comme un murmure. C'était un formulaire de déclaration d'assurance vie. Les bénéficiaires étaient listés en 2 lignes. Bénéficiaire principal 1, Très Martin. Bénéficiaire principal 2, Alexis B. Martin. Aucune mention de moi, même pas en tant que suppléante. J'ai fixé le papier longtemps. J'ai cligné des yeux jusqu'à ce que les mots se brouillent. Ma gorge semblait se fermer. Je ne m'attendais pas à un héritage. Je n'en avais jamais demandé. Mais après tout, après 5 ans de travail, d'amour et de loyauté, je pensais au moins mériter une note en bas de page. Un geste, une ligne qui disait que j'avais de l'importance. Au lieu de cela, j'étais de l'air. Quand le dîner est arrivé, j'ai fait des lasagnes, son plat préféré. Cette fois, je n'ai pas utilisé de mozzarella, juste du ricotta et des épinards avec une pincée de flocons de piment. Devon a pris une bouchée et a froncé les sourcils. Ça a un goût bizarre, a-t-il marmonné. Où est la mozzarella? Je t'ai dit que je n'aime pas sans fromage. J'en avais plus, ai-je répondu platement. Je n'ai pas eu le temps d'en acheter. Il m'a regardé comme si je l'avais offensé, comme si j'avais enfreint une règle sacrée. Tu agis bizarrement ces derniers temps, a-t-il dit, mâchant plus lentement. Peut-être que je vois simplement les choses plus clairement, ai-je répondu. Il s'est arrêté un instant, plissant les yeux. Je voyais qu'il voulait creuser davantage, mais il ne l'a pas fait. Il s'est adossé et a fermé les yeux, disant qu'il avait besoin de reposer ses nerfs. Je suis restée assise en face de lui, immobile. Le livre toujours ouvert, toujours non lu. Je n'étais plus une partenaire. J'étais une machine, un personnage secondaire dans sa vie soigneusement contrôlée. Comment prendre soin de quelqu'un qui vous a effacé de ses projets? 5 ans à ses côtés, et je n'avais rien à montrer hormis des douleurs dorsales et une leçon sur la trahison. Je pensais être dans un mariage, mais j'avais été engagée par un homme qui payait en attente et retenait toute forme de validation. L'affection était mon salaire. La compassion était mon seul avantage. Le silence était mon indemnité de départ. Le lendemain matin, je n'ai pas préparé son petit déjeuner. À la place, je suis restée dans la cuisine, fixant le frigo, mes doigts caressant l'aimant qui retenait une photo de notre premier voyage ensemble. Savannah, Géorgie. Je souriais. Lui aussi, mais maintenant je pouvais le voir. Même à l'époque, je portais plus que ma part. Cet après-midi-là, je l'ai enfin fait. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. La voix de ma meilleure amie a répondu après la 2e sonnerie. « Allô » a-t-elle dit, légèrement essoufflée. « Nia, c'est moi. » Il y a eu une pause, puis son ton s'est adouci. « Jazz. » J'ai dégluti péniblement. « Tu as 1 minute. » Une autre pause. Puis, sans hésiter, « J'ai toute la journée. »« Où es-tu ? » ?»« Viens. » Je n'ai rien emballé. J'ai juste pris mon sac, mes clés, et je suis sortie. Je n'ai pas dit à Devon où j'allais. Quand je suis arrivée, Nia m'attendait à la porte de sa boutique de fleurs, son tablier encore sur elle, les bras grands ouverts. Elle m'a serré contre elle sans dire un mot. Puis elle m'a conduite à la terrasse arrière et m'a servi un verre de thé à la menthe et au gingembre bien frais. « Tu as l'air de quelqu'un qui retient un cri depuis des années », a-t-elle dit. Je n'ai pas protesté, j'ai juste hoché la tête. Et puis, enfin, les mots ont jailli. Je lui ai tout raconté. Ce que j'avais entendu de Devon à l'hôpital, ce que j'avais trouvé dans les documents, comment Trey me parlait comme si j'étais une bonne à tout faire. Elle a écouté, sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à sa chaise et a dit calmement. « Tu n'étais pas marié. Tu gérais un patient. » J'ai cligné des yeux. Nia a continué. « Il ne te voyait pas comme une femme. Il te voyait comme un service. Tu ne dois ta vie à personne juste parce qu'ils avaient besoin de tes mains. » J'ai laissé le silence s'installer. J'ai seulement 30 ans, ai-je murmuré. J'ai l'impression d'avoir vieilli 2 fois plus. Tu es encore jeune, a-t-elle dit. Mais tu as porté le poids de quelqu'un d'autre si longtemps que tu as oublié comment marcher sans. Ça s'arrête maintenant. Tu veux rester ici un moment ?
J'ai hoché la tête lentement. Je crois que j'en ai besoin. Bien, a-t-elle dit en se levant. Tu peux prendre la chambre d'amis à l'étage, et demain, on ira au tribunal pour voir quels sont vraiment tes droits. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre avec un papier peint de tournesol qui s'écaillait et un lit simple. Ce n'était pas grand-chose, mais pour la première fois depuis des années, j'ai rêvé de moi, entière, éveillée, et non de devant ni de traits. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri, car je savais que la tempête commençait à changer de direction. La semaine suivante, j'avais déménagé la plupart de mes affaires dans la chambre d'amis à l'étage de Nia. C'était petit, juste un lit simple, un bureau, et un ventilateur de plafond vintage qui cliquetait quand le vent se levait, mais c'était calme, sûr, à moi. Je commençais à me réveiller sans cette appréhension qui pesait sur ma poitrine chaque matin comme un poids. Nia possédait une boutique de fleurs appelée Petal and Purpose dans le quartier historique de Durham. Sa terrasse arrière débordait de cosmos, d'hyacinthes et de ces roses jaunes vibrantes qu'elle appelait fleurs de liberté. Cette petite terrasse est devenue mon sanctuaire. Et la femme qui la gérait est devenue plus qu'une amie. Elle est devenue mon miroir. Tu sais, a dit Nia un après-midi alors que nous buvions du thé d'hibiscus entouré de colibris. La plupart des gens pensent que le plus dur, c'est de partir, mais ce n'est pas vrai. Le plus dur, c'est de croire que tu as le droit de le faire. Elle avait raison. Pendant 5 ans, je pensais que l'endurance signifiait la loyauté, que rester signifiait que j'étais forte. Mais rester m'avait presque effacée. Partir m'a rendue entière. Avec son aide, j'ai trouvé un cabinet juridique local, Thalia et Hartwell, tenu par des femmes et connu pour aider les jeunes épouses dans des rôles de soignantes domestiques à revendiquer leurs droits légaux après un divorce ou une séparation à long terme. Thalia elle-même avait à peine 40 ans, des yeux perçants, des micro-tresses relevées en chignon, et une voix comme du granit lisse. Elle a feuilleté mes documents en silence. Certificat de mariage, facture de service public, même les dernières factures d'hôpital de Devon. Puis elle a demandé, « Travaillais-tu pendant le mariage ?» Je faisais du freelance comme éditrice à temps partiel, ai-je dit. Mais ces 3 dernières années, non. Ces soins sont devenus un travail à temps plein. As-tu contribué financièrement à un moment donné? Oui, ai-je hoché la tête. Au début, j'ai remboursé quelques cartes de crédit, payé un semestre de frais de scolarité pour Trey. Devon était entre 2 emplois à l'époque. Thalia a hoché la tête et pris quelques notes. Alors, tu as investi non seulement dans la relation, mais dans le foyer. Ça compte. J'ai cligné des yeux. Même si la maison est toujours à son nom. Elle s'est penchée en avant. Peu importe. Tu n'es pas une invitée. Tu es sa femme, sa soignante, et sa dépendante à bien des égards. La Caroline du Nord reconnaît la distribution équitable. Tu as droit à une part des actifs matrimoniaux partagés et peut-être à une pension alimentaire, même après seulement 5 ans? Ai-je demandé, le cœur battant. Absolument, a-t-elle dit. Nous avons déposé des revendications plus solides après 3 ans. Tu n'as jamais été juste son aide gratuite, Jasmine. Mais maintenant, il est temps que le tribunal le voie aussi. Ces mots sont restés avec moi longtemps après avoir quitté son bureau. Je ne faisais pas cela pour me venger. Je le faisais parce que je méritais d'arrêter d'être invisible. Cette nuit-là, de retour chez Nia, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans le lit, fixant le ventilateur de plafond qui cliquetait au-dessus, pensant aux années que j'avais données. Je pensais à chaque repas silencieux, chaque anniversaire ignoré, chaque fois que quelqu'un parlait par-dessus moi lors des réunions familiales, et aux heures interminables à plier du linge pendant que Devon ronflait dans la pièce d'Axe en grave côté. Et le lendemain matin, j'ai fait le premier vrai pas. J'ai déposé une demande de séparation. J'ai aussi appelé Sandra. Sandra était ma cousine du côté de ma mère, une consultante financière qui avait aidé des dizaines de femmes à naviguer dans des ruptures compliquées et une indépendance soudaine. Elle avait toujours été la réparatrice de la famille. J'avais été trop gênée pour l'appeler avant, mais cette fois, je n'ai pas hésité. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a dit « Il est temps, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête dans le téléphone, murmurant « Oui, vraiment ». En quelques jours, Sandra m'avait mise en contact avec une conseillère financière certifiée qui m'a aidé à ouvrir mon propre compte bancaire, à commencer à calculer les actifs que Devon et moi partagions, et à estimer mes droits légaux.
Elle m'a également connecté à un groupe de soutien pour femmes appelé Second Sunrise, qui organisait des sessions Zoom hebdomadaires. Lors de la première, j'ai rencontré 3 autres femmes, toutes noires, toutes de moins de 40 ans, qui avaient vécu des trahisons similaires. L'une avait pris soin de son petit ami handicapé pendant près d'une décennie. Une autre avait soutenu financièrement son mari pendant ses études de droit, pour qu'il la quitte ensuite. La troisième se battait contre un contrat prénuptial qu'elle avait signé sans le comprendre. Nous avons ri, nous avons pleuré, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie stupide d'avoir aimé la mauvaise personne. Je me suis sentie forte d'avoir enfin choisi moi-même. De retour chez Devon, les choses avaient changé. Il a commencé à m'envoyer des messages, d'abord poliment. « Eh, tu vas bien ? Dis-moi si tu passes prendre quelque chose. » Puis plus fermement. « Tu ne peux pas juste partir sans en parler. Qu'est-ce que les gens vont dire ? » Et enfin, Trey a écrit. « Tu réagis de façon excessive. Tu vas ruiner ta propre vie pourquoi ? Des sentiments blessés ? » Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence parler pour moi. Puis un soir, Nia est montée à l'étage avec son téléphone, l'air perplexe. « Tu devrais voir ça », a-t-elle dit en me le tendant. Trey avait posté un message sur les réseaux sociaux. Une tirade. Certaines personnes veulent de la sympathie pour les choix qu'elles ont faits. Mon père n'est pas un méchant juste parce qu'il n'a pas donné toute sa vie à quelqu'un qui savait dans quoi elle s'engageait. Vous aimez tous le drame. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes avant de supprimer l'application. Ce n'était pas une question d'opinion publique. Je n'avais besoin de personne pour valider mon histoire. J'avais déjà commencé à la reprendre en main. Au tribunal, Tia a agi rapidement. Elle a demandé la divulgation complète des finances de Devon, y compris les plans d'assurance, les comptes de retraite, et même les relevés de cartes de crédit. Et c'est là que quelque chose d'intéressant s'est produit. L'un des documents a révélé que Devon avait récemment transféré 40 000 $ sur le compte de Trey sans que je le sache. Cela s'était passé seulement 2 mois avant mon départ. Le tribunal l'a immédiatement signalé. C'est un signal d'alarme, m'a dit Tia. C'est une tentative de détourner des actifs matrimoniaux. Nous allons contester cela. C'était la première fois que je voyais le pouvoir juridique pencher en ma faveur. La première fois que je sentais les balances commencer à s'équilibrer. Mais le véritable règlement de compte est arrivé le jour où l'avocat de Devon a appelé Tia et proposé une discussion de règlement sans ma présence. Tia a refusé. Elle ne veut pas de secret, a-t-elle dit. Elle veut la justice, et elle l'a méritée. J'ai senti quelque chose monter en moi, comme une lumière perçant le brouillard de ces 5 longues années. Pas parce que j'avais encore gagné quoi que ce soit, mais parce que j'avais enfin cessé de me perdre. La veille de la date du tribunal, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans le lit chez Nia, je fixais les lueurs douces de la lune rampant sur le plafond. C'était surréaliste de penser qu'une femme qui marchait autrefois sur la pointe des pieds dans sa propre cuisine allait maintenant entrer dans un tribunal avec une équipe juridique. Je n'avais pas peur, j'étais stable, claire. Le lendemain matin, je me suis habillée simplement. Pantalon bleu marine, chemisier crème, pas de maquillage. Je ne voulais pas de pouvoir par l'apparence. Je voulais du pouvoir par la vérité. Nia m'a préparé un petit déjeuner. Flocons d'avoine, une cuillère de beurre d'amande et du thé à la menthe. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Je n'ai jamais été plus prête pour quoi que ce soit. Sandra est venue me chercher devant la boutique de fleurs. Elle portait un tailleur gris au revers tranchant, ses cheveux tirés en un chignon bas, sans chichi. Elle m'a regardé de haut en bas, a souri légèrement et a dit « Tu as l'air d'une femme qui connaît sa valeur. » Au tribunal, tout s'est déroulé rapidement. Tia a géré les dépôts préliminaires pendant que je restais assise calmement, les mains croisées sur mes genoux. Devon est arrivé 1 heure plus tard, poussé par Trey. Il semblait plus petit, pas physiquement, mais diminué. Sa peau avait cette matité flasque que le stress apporte. Ses yeux ont croisé les miens une fois, puis se sont détournés. La salle d'audience était froide. Le juge était méthodique. Tia a commencé calmement, détaillant au tribunal 5 ans de soins non rémunérés, de contributions financières, de travail émotionnel et de sacrifices personnels. Elle a présenté des impressions des activités bancaires de Devon, des déclarations de mon médecin concernant des migraines liées au stress, et même le post sur les réseaux sociaux de Trey.
Quand elle a révélé le transfert de 40 000 $ sur le compte de trait, non comptabilisé, non documenté, et non divulgué dans le contrat prénuptial, l'air de la salle semblait s'épaissir. La plume du juge s'est arrêtée à mi-course. L'avocat de Devon a essayé d'argumenter que j'avais volontairement choisi le rôle de soignante et que je ne devrais pas attendre de compensation pour l'amour. Talia a haussé un sourcil et a répondu. Elle ne demande pas de compensation pour l'amour. Elle demande une reconnaissance équitable de son travail. Il y a une différence. Quand ce fut mon tour de parler, le juge n'a posé qu'une question. Pensez-vous que ce mariage était mutuel en termes de soins, de soutien et de dignité? Je n'ai pas cligné des yeux. Non, votre honneur. Je crois qu'on attendait de moi que je donne tout, et en retour, je n'ai rien reçu. Ce fut tout. Le verdict est tombé 2 jours plus tard. J'ai obtenu 35% des actifs matrimoniaux partagés, y compris une partie du fonds de retraite, et une pension alimentaire de 800 $ par mois pendant 18 mois. Le tribunal a également annulé le transfert de 40 000 $ à trait, citant une tentative de dissimuler des actifs matrimoniaux. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Pas de violon ni de larmes de joie. Juste une expiration lente et propre. Pas de vengeance, juste de la justice. Je suis rentrée chez Nia cette nuit-là et me suis assise sur la terrasse arrière, regardant les pétales vaciller sous la brise du soir. Elle m'a tendu un verre de cidre pétillant et a souri. Au nouveau chapitre, a-t-elle dit. Nous avons porté un toast sous les étoiles. Devon n'a pas cherché à me contacter après cela, pas même un message. Mais très, si. Il s'est présenté à la boutique 3 jours plus tard, furieux. Il n'a même pas frappé. Il est entré pendant les heures de fermeture et a frappé la paume sur le comptoir. T'es vraiment fier de toi, hein? A-t-il grogné. T'as eu ton petit paiement. T'as pris la nourriture de la table de mon père. Tu penses que ça te rend puissante? Je suis restée silencieuse, pliant soigneusement du papier d'emballage pendant qu'il fulminait. T'étais juste un remplaçant, une aide. Ma mère, c'était la vraie femme de sa vie. Toi, t'étais juste pratique. Tu n'auras pas un sou de plus. T'entends? Avant que je puisse ouvrir la bouche, Nia est sortie de l'arrière-boutique et s'est placée entre nous. Dis un mot de plus et j'appelle la police, a-t-elle dit, la voix plate comme du béton. Trey l'a regardé, puis moi, puis a craché par terre et est sorti en trombe. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas tressailli. J'ai juste pris le balai et balayé le crachat dehors. Ça va? A demandé Nia. J'ai hoché la tête. C'était sa crise, pas la mienne. Plus tard ce soir-là, j'ai ouvert un album photo que je n'avais pas touché depuis des années. Dans une photo, Devon et moi sourions devant une salle de concert, avant l'accident. J'ai regardé longtemps, puis j'ai tourné la page. C'était normal de se souvenir, mais pas de revenir en arrière. À ce moment-là, j'avais commencé à travailler à distance pour une maison d'édition qui engageait des éditeurs indépendants. Ce n'était pas grand-chose, mais les factures étaient à mon nom. Le mot de passe de connexion était le mien. Les formulaires fiscaux m'étaient adressés, à moi et à moi seule. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti le plaisir de créer quelque chose qui n'appartenait à personne d'autre. Mon nom, mon travail, mes choix. J'ai aussi rejoint un groupe d'écriture à la bibliothèque locale. Une fois par semaine, nous nous réunissions pour lire les essais, poèmes et histoires des uns et des autres. La première pièce que j'ai soumise s'intitulait « Ce que coûte le soin quand il n'est pas réciproque ». Ils ont tous applaudi. Quelques femmes ont essuyé leurs larmes. L'une d'elles a dit « C'est le genre de texte qui fait que les autres femmes se sentent vues ». Je ne m'y attendais pas, mais j'en avais plus besoin que je ne le réalisais. Puis un après-midi, alors que Nia et moi rempotions des mini-roses pour un client, un livreur est arrivé avec une lettre marquée « Urgent ». Elle venait de l'hôpital. Devon avait été admis 2 nuits plus tôt après une crise hypertensive et un bref arrêt cardiaque. Son formulaire de contact d'urgence ne listait aucun proche. Les champs pour le tuteur légal étaient vides. Je suis restée là, tenant la lettre, ne ressentant rien. Pas de panique, pas de pitié, pas d'instinct de courir vers lui. À la place, j'ai appelé Talia et lui ai demandé de transférer toutes les décisions médicales à Trey. Elle m'a répondu quelques heures plus tard, c'est fait. Il est maintenant leur responsabilité légale. Apparemment, Trey n'était pas ravi de cela.
Une infirmière a plus tard dit à Nia qu'il n'était pas venu à l'hôpital. Il a dit qu'il était trop occupé par le travail. Personne d'autre n'est venu non plus. Et pour un homme comme Devon, qui se nourrissait autrefois d'être le centre de tout, ce silence était probablement plus assourdissant que n'importe quel verdict de tribunal. Il avait construit un héritage de contrôle. Mais maintenant, il n'était qu'un dossier de plus dans une aile d'hôpital, oublié, seul. Pendant ce temps, j'étais René. L'été est arrivé lentement, et les jours semblaient différents maintenant. Plus calmes, moins urgents, comme si je pouvais enfin respirer sans vérifier l'emploi du temps de quelqu'un d'autre d'abord. À l'étage de la boutique de Nia, la lumière dansait à travers les rideaux légers. Chaque matin, je me réveillais tôt, je m'étirais, et je me préparais le petit déjeuner, quelque chose de petit mais intentionnel. Certains matins, c'étaient des flocons d'avoine avec des myrtilles. D'autres jours, des œufs brouillés et du pain au levain avec du beurre de miel. Je cuisinais pour moi maintenant, pas pour servir, juste pour me nourrir. Cet acte simple, répété quotidiennement, m'a aidé à réparer quelque chose en moi. J'ai commencé un blog personnel et l'ai appelé Venons Tenus. Le premier article s'intitulait De l'utilité à la visibilité. J'y ai écrit ce que ça faisait de se perdre dans le service, d'aimer quelqu'un si profondément qu'on oublie sa propre forme, et ce que signifie se réveiller et se choisir à nouveau. Pas dans l'amertume, mais dans l'audace. L'article a atteint près de 4000 lecteurs la première semaine. Des femmes de tout le pays m'ont écrit. Des enseignantes, des mères célibataires, des infirmières à la retraite, même une artiste de 26 ans à Auckland qui venait de mettre fin à des fiançailles émotionnellement manipulatrices. Un commentaire m'a marqué. Vous avez écrit ce que je ne savais pas que j'avais le droit de ressentir. Merci. Sandra est revenue me voir, cette fois avec un cadeau. Une plaque en laiton gravée des mots, cet espace appartient à Jasmine. Nous l'avons accroché près de la kitchenette à l'étage, juste au-dessus de l'étagère où je gardais mes livres de cuisine et mes bougies. Nia se tenait à côté de moi, les bras croisés, souriant avec fierté. Tu vois, a-t-elle dit. Tu n'as pas juste quitté un mariage, tu as repris ton nom. Les week-ends, j'aidais Nia à la boutique de fleurs. Les clients adoraient les arrangements floraux que je créais. J'avais un don pour associer des couleurs qui ne semblaient pas aller ensemble, mais qui fonctionnaient d'une certaine manière. Un peu comme ma vie. Décousue, compliquée, mais belle à sa façon. Un matin, une cliente a remarqué le nom de fleurs que j'avais griffonné sur l'étiquette d'un bouquet et a ri. Fleurs de gratitude, a-t-elle lu à voix haute. J'ai haussé les épaules. C'est un nom inventé, mais ça va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai souri. Que vous avez fleuri tard, mais pleinement. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un texto. C'était de l'assistante sociale de l'hôpital de Devon. Votre nom a été retiré de tous les registres de contact d'urgence. Aucune autre action requise. C'était le dernier fil. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de joie ni de regret. J'ai simplement fermé mon téléphone, me suis levée de la chaise de la terrasse, et j'ai étiré mes bras vers le vaste ciel de la Caroline du Nord. C'était fini. Cette même semaine, j'ai terminé l'édition de mon premier manuscrit de livre pour la plateforme d'édition. C'était un mémoire d'une femme qui avait survécu à une éducation dans une secte religieuse. Elle terminait son livre par cette phrase. Échapper au feu ne signifie pas que vous étiez faible d'être resté. Cela signifie que vous étiez assez courageuse pour arrêter de brûler. J'ai ajouté cette citation au bas de mon blog. 2 semaines plus tard, j'ai été invitée à parler lors d'une petite conférence pour femmes organisée par Second Sunrise. J'étais nerveuse au début, incertaine que mon histoire puisse être considérée comme inspirante. Mais une fois sur scène, micro en main, face à des femmes qui portaient la même douleur silencieuse que j'avais autrefois, les mots sont venus naturellement. J'ai tout partagé. Pas seulement la trahison, mais l'effacement progressif, le chagrin tacite, et la redécouverte de soi. Quand j'ai fini, elles se sont levées. Certaines ont essuyé leurs larmes. D'autres ont hoché la tête comme si elles avaient attendu toute leur vie qu'on le dise à voix haute. Ensuite, une femme m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Vous m'avez donné la permission de partir. » Et je savais que j'avais fait quelque chose de juste. De retour chez moi, ma vraie maison maintenant, j'ai peint la chambre d'une douce teinte d'ambre. J'ai placé la plaque de Sandra au-dessus du lit et allumé une bougie à l'eucalyptus.
J'avais encore des moments de doute. Je ressentais encore des pincements de tristesse quand je tombais sur de vieilles photos. Mais je ne me punissais plus pour ces sentiments. Le chagrin, après tout, n'est pas une preuve que vous avez pris la mauvaise décision. C'est une preuve que vous avez essayé. La dernière fois que j'ai vu Trey, c'était des mois plus tard. Il m'a croisé sur le trottoir près du tribunal. Nos regards se sont croisés. Il n'y avait pas de colère cette fois, juste de l'inconfort. Comme s'il avait enfin réalisé que je n'étais pas un fantôme qu'il pouvait ignorer. Il a détourné les yeux en premier, et j'ai continué à marcher, car je n'étais jamais destinée à rester petite pour leur confort. Je n'étais jamais destinée à servir en silence et à disparaître. J'étais destinée à vivre à voix haute. Aujourd'hui, j'ai une petite newsletter avec plus de 7000 abonnés. J'enseigne des ateliers d'édition en ligne. J'ai publié 3 essais repris par des blogs lifestyle. Je me suis même inscrite à un cours d'écriture non fictionnelle au collège communautaire. Et parfois, je m'assois sur la terrasse arrière de la boutique de Nia, sirotant du thé pendant que la brise caresse les roses, et je pense, c'est la vie que je me suis donnée. Pas parce que j'ai échappé à quelque chose d'horrible, mais parce que je me suis enfin souvenue de qui j'étais avant d'être la sauveuse de quelqu'un d'autre. Je m'appelle Jasmine, et je ne suis pas une servante. Je ne suis pas un accessoire. Je suis une femme qui est partie quand ça a cessé d'être de l'amour pour devenir de la survie. J'ai tout donné jusqu'à ce que je disparaisse dans le rôle qu'on m'avait imposé. Mais maintenant, j'écris ma propre histoire, un chapitre à la fois. Ce n'est pas la fin. C'est le début de moi, car la guérison ne murmure pas. Si cette histoire vous a touché, merci de liker, commenter et partager vos pensées ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.